On va donc poursuivre cette partie de la formation qui concerne les signaux de trading avec l'étude de l'indicateur RSI, qui concrètement se présente comme le MACD sous la forme d'une courbe qui va se placer sous le graphique. On va avoir, sauf que le MACD, il y avait deux courbes, là on va en avoir une seule, qui sera graduée de 0 à 100, et on va avoir deux bornes, une à 30 et une à 70. Alors contrairement au MACD, où pour étudier les surachats et les surventes, on devait les tracer nous-mêmes, les bornes de surachat et de survente. Là, les bornes sont déjà prévues dans l'indicateur, c'est prévu dans l'utilisation de base de l'indicateur. Donc, on va voir qu'il y a 4 types de signaux avec le RSI, comme pour le MACD. On va avoir les divergences, donc on va utiliser là le même principe de divergence qu'on a vu sur le MACD. On a vu que c'était commun à tous les indicateurs presque, le principe des divergences. On va étudier également les surachats et les surventes, les cassures de lignes de tendance de RSI et les croisements du seuil des 50 points. Alors, on a vu au début de la leçon sur les signaux de trading qu'il y avait des signaux de différentes valeurs en fonction des indicateurs. Là, sur le RSI, on va principalement s'intéresser aux divergences et aux surachats et aux surventes. Alors, premièrement, les divergences, on va utiliser les mêmes principes que le MACD. Donc, on va relier les pics et les creux sur les cours et sur le RSI pour repérer des différences. C'est ce qu'on va voir avec ce graphique de l'euro-dollar, où les pics et les creux sont déjà pour la plupart notés. On va en rajouter quelques-uns pour pouvoir avoir une lecture encore plus fine. Voilà. Et on va pouvoir voir sur le RSI les pics et les creux correspondants si effectivement ils sont haussiers ou baissiers. On va voir s'il y a des différences entre l'orientation à un moment donné du RSI et l'orientation des cours. Donc pour ça, on va d'abord pointer les plus bas et les plus hauts du RSI, ceux qui correspondent au graphique. Voilà. Ici, là, donc cette zone-là. Ensuite, on a ce creux isolé. Celui-là. Celui-là. Maintenant, les sommets. On va commencer là. Voilà. Voilà. Ici. Correspond à celui-là. Là. Cette zone-là. Ici. Et voilà. Donc pareil que pour avec le MACD, on va prendre notre petite réglette et on va regarder globalement s'il y a des différences. Donc on va d'abord regarder les plus bas. Donc on voit que là ces deux plus bas sont de même niveau, voire très légèrement haussiers. Tandis que les plus bas sur le graphique sont eux aussi du coup très légèrement haussiers. Donc là, on a certes une légère différence, on en a un qui est quasi plat et l'autre qui est légèrement haussier, mais on n'a pas de divergence. Ensuite, des plus bas décroissants sur le graphique, des plus bas également décroissants sur le RSI, donc pas de problème. On voit ensuite ici donc ce plus bas qui est mal placé. Ce plus bas qui est sur cette zone-là. Voilà, avec l'autre plus bas qui est également plus bas. Donc là, globalement, pas de problème. On a ce plus bas-là aussi qui n'a pas été noté. Voilà. Donc là, on a une divergence haussière, parce qu'on a ces deux plus bas qui sont descendants, et on a ces deux plus bas là qui sont
ascendant, hein. Donc on voit bien la différence, et ça aurait été un signal annonciateur. Bon, à partir de là, on la voit, la divergence, hein, ça nous incite à profiter donc de cette forte hausse, hein. Donc les divergences de RSI sont des signaux qui peuvent fonctionner vraiment très très bien, hein. On va continuer notre étude des plus bas. Donc là, on a deux plus bas croissants sur le RSI, ils sont également croissants sur les cours. Croissant, 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 croissant également, et ici aussi croissant. On va maintenant s'intéresser au plus haut. Là, on a des plus hauts qui sont décroissants sur le RSI, et ils sont croissants sur les cours, hein. Donc, on le voit bien là. Voilà, hein. Donc on a là une divergence baissière, hein, qui nous incite donc à prendre position à la vente, hein, à partir de ce seuil-là, par exemple, hein. Donc on aurait profité de cette petite baisse, hein, voire de toute cette baisse, hein, si on était resté suite à ce mouvement de retour ici. Ensuite, donc là, on revient dans les clous, entre guillemets, hein. Les plus bas sont décroissants sur les prix et sont décroissants sur le RSI. Pareil pour les prochains plus bas, les prochains plus hauts. Les plus hauts là sont croissants et également sur les prix. Ensuite, on a là des plus hauts de même niveau, hein, et légèrement croissants sur les prix, hein, donc pas de divergence majeure. Croissant ici également. Voilà, ici on n'a pas de différence non plus, et enfin pas de différence non plus, hein. Donc on a repéré au total ici deux divergences, et sur ces deux divergences, les deux ont correctement fonctionné, hein. Donc ça montre encore une fois que la lecture des divergences, ça peut vraiment donner lieu à de très bons signaux de trading qui peuvent bien sûr donner lieu à des opérations très profitables, hein. Alors au niveau des filtres, ça va être les mêmes principes, hein, que pour le MACD. Bien sûr, plus une divergence baissière se fera haut sur le graphique, plus elle sera intéressante, hein. Plus une divergence haussière se fera bas sur le graphique, plus elle sera intéressante. Je vais mettre en lumière ici le seuil neutre du RSI, hein. Il est gradué de 0 à 100, hein, donc on a le milieu à 50 points. Voilà, je vais mettre la ligne en noir pour que ça soit plus lisible. Donc voilà, on a le milieu à 50 points, donc on peut se dire, par exemple, je prends en compte les divergences haussières qui se passent sous cette ligne, et les divergences baissières qui se passent au-dessus de cette ligne, hein. Ça peut être une idée de filtre, hein. En d'autres termes, ne pas jouer les divergences baissières qui se passent bas sur le RSI, et ne pas jouer les divergences haussières qui se passent haut sur le RSI, hein. Donc là, pour nos deux signaux, il n'y a pas de problème, hein. On avait un signal baissier ici, on est au-dessus des 50, donc ok. Et ici, on avait un signal haussier, on est nettement au-dessous des 50, donc parfait également, hein. Donc sur ces deux signaux, malgré les règles de filtrage, on les aurait conservés. On va maintenant passer à une nouvelle interprétation du RSI. Avant ça, on va rappeler les principes des divergences, hein. Donc s'il est possible de tracer une ligne haussière sur les cours alors qu'on peut dessiner une ligne baissière sur le RSI, on a une divergence baissière qui est un signal de vente. Et s'il est possible de tracer une baissière sur les cours alors qu'on peut dessiner une ligne haussière sur le RSI, on a une divergence haussière qui est un signal d'achat, hein, bien sûr. Donc maintenant, les surachats et les surventes. Donc on dit que lorsque le RSI est au-dessus de 70, il est suracheté, hein, ce qui peut être interprété comme un signe de retournement à la baisse éminent, hein, et à l'inverse, quand on descend en dessous de la borne basse, la borne des 30, on dit que l'actif étudié, hein, en l'occurrence la devise, est survendu, ce qui peut être interprété comme un signe de retournement à la hausse imminent, et donc un signal d'achat, hein. Donc on va voir sur le même graphique qu'est-ce que ça peut donner, hein. On va effacer les droites qu'on avait fait jusqu'à maintenant. Voilà, donc on a la borne à 70, hein, qui est la borne haute, et la borne à 30 qui est la borne basse, hein. Donc on dit que quand on arrive au-dessus de la borne haute, on est suracheté et qu'on va potentiellement se retourner à la baisse, et quand on est en dessous de la borne basse, on est survendu et on va donc potentiellement se retourner à la hausse, hein. Donc on va voir, on va d'abord cercler les zones où on passe en dessous ou au-dessus, hein. Et on va voir comment interpréter tout ça. Donc ici, on y passe. Ici,
très légèrement, et puis ici. Donc alors, la première chose à savoir, c'est que on va pas prendre position, c'est pas des croisements, c'est-à-dire qu'on va pas attendre pile que le RSI passe au-dessus de la borne pour se mettre à vendre, ou qu'il passe pile en dessous pour se mettre à acheter. Il va falloir attendre qu'il monte au-dessus et qu'il redescende pour la surachat, et qu'il descende en dessous et qu'il remonte pour la survente. Donc le signal, si je zoome ici sur le dernier surachat que j'ai, si je zoome ici, le signal, c'est pas ici, au moment où on commence à passer au-dessus, c'est ici, au moment où on est passé au-dessus et où on repasse en dessous. Donc le croisement auquel on doit s'intéresser, c'est le second, celui qui nous fait revenir à l'intérieur des bornes. Donc là, on aurait pris position donc à la vente, non pas ici, mais ici. On le voit que l'actif, la devise arrive au-dessus de la borne, elle est surachetée, on voit que ça se retourne et ça revient à l'intérieur de la borne, et c'est à ce moment-là seulement qu'on peut passer la position vendeuse. On va voir l'exemple ici de l'achat. Voilà, on va zoomer pour plus de lisibilité. Donc ici par exemple, on prend pas position ici au moment où ça passe en dessous, on prend pas position à l'achat ici, on prend position au moment où ça passe au-dessus. Donc ici en l'occurrence, ce qui aurait été une opération très légèrement gagnante, à condition qu'on sorte à temps. Ensuite, on a un deuxième cas ici, donc on passe en dessous. Donc à ce moment-là, on n'achète pas. C'est au moment où on repasse au-dessus, donc ici, à ce croisement-là, qu'on peut éventuellement acheter et profiter, pour le coup ici d'une belle hausse. Donc c'est très simple, les surachats et les surventes. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a des bornes. On s'intéresse à ce qui se passe quand on est à l'extérieur des bornes. Donc quand on monte au-dessus de la borne haute, on est en alerte, et quand on repasse en dessous de la borne haute, là on a le signal de vente. À l'inverse, avec la borne basse, quand on passe sous la borne basse, on est en alerte, et quand on repasse au-dessus, là seulement on a le signal d'achat. Donc voilà pour les surachats et les surventes de RSI, qui sont, comme on l'a vu, plutôt efficaces, en tout cas en ce qui concerne les exemples qu'on a donnés. Alors au niveau des filtres, simplement ce qu'il faudra faire, c'est ne pas tenir compte des pics et des creux isolés. Si on voit que on fait un pic au-dessus de la borne et qu'on repasse tout de suite en dessous, on va pas considérer ça comme un signal. Il faut qu'on fasse plusieurs mouvements à l'extérieur des bornes pour qu'on puisse prendre en compte le signal. Donc là ici, c'est l'exemple de signal à pas suivre. On voit que on est monté un coup au-dessus et on repasse tout de suite en dessous. Donc là, il n'y a pas vraiment, de surachat. Et d'ailleurs, si on l'avait suivi, on aurait pris position à la vente ici, ce qui nous aurait permis, de profiter de cette bougie baissière. Mais là, on n'était pas vraiment sûr encore que ça croise. Donc il aurait fallu attendre à peu près ici, donc à tous les coups, on n'aurait pas eu le temps de profiter de cette baisse qui était certainement très rapide. Donc ce signal, il aurait fallu le filtrer. Pourquoi? Parce que il passe au-dessus une fois et après il redescend tout de suite en dessous. Il fait pas de mouvement au-dessus de la borne. Donc là, on pourrait considérer ici donc que c'est la même chose. Là où j'ai la croix, je vais zoomer. Ici, c'est la même chose. On passe très brièvement en dessous, et en plus de très peu et au-dessus. Donc là, il n'y a pas à proprement parler de signal. Donc la règle de filtrage, c'est qu'on ne tient pas compte des pics et des creux isolés en zone de surachat et de survente. Et les surachats et les survente, ça passe en dessous de la borne et on achète quand ça repasse au-dessus de la borne. Et surachat, ça passe au-dessus de la borne haute et on vend quand ça repasse en dessous de la borne haute.
Donc oui, bien sûr, les surachats et les surventes sont moins significatifs lors de fortes tendances, comme c'est le cas pour le MACD. Et puis comme je viens de vous le dire, on ne va pas tenir compte des pics et des creux isolés. Ça, c'est le filtre des surachats et des surventes. On va maintenant voir les cassures de lignes de tendance de RSI. Alors ça, c'est à classer dans les signaux, parmi les signaux les moins importants du RSI. Ce qu'on va faire globalement, c'est qu'on va faire de l'analyse chartiste, non pas sur les cours, mais sur le RSI. Donc on rappelle simplement qu'une ligne de tendance haussière se trace en reliant des plus bas et une ligne de tendance baissière se trace en reliant des plus hauts. Et on va s'intéresser aux cassures de ces lignes et on va les interpréter exactement comme on les interprète pour les lignes de tendance qu'on trace sur les graphiques eux-mêmes. Donc on va tout d'abord voir si on en trouve des lignes de tendance. On peut voir éventuellement ici une ligne de tendance baissière par exemple. On voit qu'on peut relier des pics. Voilà, et on voit qu'on a une cassure de la ligne de tendance ici. Est-ce qu'on peut repérer autre chose? Alors, voilà. Alors déjà, on va pouvoir analyser cette cassure de ligne de tendance. Donc, on a tracé une ligne de tendance baissière. On a vu des pics alignés à la baisse, approximativement. On voit bien l'imprécision et on voit que là, on casse, on passe au-dessus. Donc, on le voit ici. Et là, ça nous aurait incité à prendre position à l'achat ici. Donc peut-être un peu tôt, même si on le voit qu'après ça aurait été une bonne opération. On voit que ce signal aurait été un signal quelque peu avancé et il nous aurait incité à se positionner un peu tôt vu qu'on aurait pris cette baisse avant d'avoir la forte hausse. Je vois pas je vois pas précisément d'autres lignes de tendance sur ce graphique. On va passer à une autre devise, la paire GBP-USD, la livre contre le dollar, et on va y insérer également l'outil RSI. Voilà. Et on va donc pouvoir peut-être tracer une autre ligne de tendance. Voilà, par exemple ici. On a une ligne de tendance avec trois points de contact importants. On voit qu'on a une cassure de la ligne de tendance ici, et ça nous aurait donc incité à prendre position à l'achat à partir d'ici. Donc encore une fois, ça aurait été une bonne opération à condition qu'on résiste à cette baisse. Et on voit d'ailleurs ici qu'on a un comportement similaire à ce qu'on peut voir avec les lignes de tendance sur les prix. Parce qu'on voit qu'on a une ligne de tendance baissière ici qui est cassée et ensuite on revient prendre en quelque sorte appui sur cette ligne de tendance. Comme quoi l'analyse graphique ça peut aussi servir dans l'analyse technique et ça vous montre aussi à quel point justement l'analyse graphique, le chartisme et l'analyse technique sont deux techniques qui sont imbriquées l'une dans l'autre. Donc globalement, pour les lignes de tendance de RSI, c'est un petit plus. C'est pas un signal très important. Ça permet de regarder, de se mettre quelque chose sous la dent quand on n'a pas grand-chose d'autre. Et ça permet peut-être de se rassurer si on voit que ça confirme ce qu'on a vu sur les autres signaux. On va voir maintenant donc la dernière interprétation du RSI, donc les croisements de la ligne des 50. C'est une interprétation qui, comme les lignes de tendance de RSI, n'avait pas été prévue à la base par l'inventeur du RSI. Donc on va simplement tracer une ligne au milieu du RSI, au seuil des 50 points, et on va se dire que quand on est en dessous et qu'on passe au-dessus, c'est un signal d'achat, et quand on est au-dessus et qu'on passe en dessous, c'est un signal de vente. On va donc le faire sur notre graphique. On va revenir sur l'euro-dollar. Voilà. Et on va tracer donc notre ligne au milieu. Donc au seuil des 50 points. Voilà. Voilà. Donc je vais me dire simplement quand je suis en dessous et que je passe au-dessus, c'est un signal d'achat, et quand je suis au-dessus et que je passe en dessous, c'est un signal de vente. Donc là on va faire encore des croisements, sauf que
On va pas vraiment, s'intéresser aux croisements de ce type comme on a ici hein, dans la bulle que je vous montre. Là, on a quelque chose qui est certes pas ce qu'on appelle un pic ou un creux ou un croisement isolé, hein, mais c'est pas comme ça que ça s'interprète le croisement de la ligne des 50. Ce qu'il faut faire, c'est repérer de larges zones. Donc, je vais le faire devant vous sur un nouveau RSI plus propre. Voilà. Voilà. Donc, si on prend ce graphique un petit peu de manière historique comme ça, on voit que ici, on a une zone où on est plutôt au-dessus. Voilà. Qui s'enchaîne après avec une zone, une large zone. On prend en compte ici aussi l'imprécision où on est plutôt en dessous. Après une zone où on est encore une fois plutôt au-dessus. Suivi d'une zone où on est en dessous. Voilà. Après, on est encore au-dessus. Ensuite, on repasse en dessous. Et là, on est globalement au-dessus. Hein. Vous voyez que je tiens pas compte là de ces trois croisements isolés. Hein. Donc, ce qui nous intéresse, c'est quand on passe de nettement au-dessus à nettement en dessous. Donc, on va maintenant cercler juste les croisements qui nous intéressent. Hein. Donc, quand on passe pour un repère visuel, quand on passe d'une bulle à l'autre, hein, c'est donc ces zones qui vont nous intéresser. Voilà. Voilà. Et voilà, on va pouvoir effacer le reste. Et voir ce que ça donne. Hein. Donc là, on est au-dessus, on passe en dessous. Alors, je vais rendre les choses plus lisibles. Voilà. Là, dans cette zone-là, on est au-dessus, on passe en dessous. Donc, ça nous inciterait à prendre position à la vente. Donc, sur ce mouvement-là, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Hein. Ensuite, ici, on est nettement au-dessous, on passe au-dessus. Ça nous aurait incité à prendre position à l'achat, ce qui aurait été une bonne option. Hein. Là, ensuite, on était au-dessus, on passe en dessous. Ça nous aurait incité à prendre position à la vente, ce qui était également une bonne option. Là, on est en dessous, on passe au-dessus ici. Position à l'achat, bonne position. Ensuite, ici, donc une position vendeuse, hein, qui, comme on le voit tout de suite, aurait été judicieuse. Et enfin, une position acheteuse ici, qui aurait été, comme on le voit, judicieuse, hein, même si on met un moment à se rendre compte qu'on est passé au-dessus. Hein, on voit bien là, même si on attend d'avoir bien confirmé qu'on est passé au-dessus, on voit que même si on prend la position ici, on profite très largement du mouvement de hausse. Hein. Donc voilà pour les croisements de la ligne des 50. Hein, c'est quelque chose qui n'avait pas été à la base prévu par son inventeur, mais c'est quelque chose qui, somme toute, fonctionne assez bien. Hein. Donc vous voyez là, après avoir vu deux indicateurs, à quel point il peut être utile de savoir interpréter à fond les outils qu'on a à notre disposition. Parce que si vous voulez, là si j'avais été plus succinct, si je vous avais présenté que les techniques majeures, hein, pour le MACD, je vous aurais parlé uniquement des croisements, et pour le RSI, je vous aurais parlé uniquement des surachats et des surventes. Hein. Donc c'est quand même dommage de se limiter à ça quand on voit le nombre d'informations et de signaux différents qu'on peut trouver sur un même indicateur. Hein. Alors, ce qui peut être après intéressant, c'est qu'on va avoir de multiples confirmations. C'est-à-dire, on va prendre un indicateur qui va donner différents signaux. On va regarder si plusieurs de ces signaux se confirment entre eux. Ensuite, on va prendre un autre indicateur. On va voir si les signaux de mon deuxième indicateur confirment les signaux de mon premier indicateur. On va voir du côté de l'analyse graphique si l'analyse graphique confirme ce que j'ai vu sur mes indicateurs, etc. Et c'est ça le travail du trader, c'est d'empiler tout ça, de faire bon usage de toutes ces connaissances dans le bon ordre
pour arriver à des décisions de trading concrètes. Je pense qu'à ce stade de la formation, vous commencez un petit peu à toucher du doigt ce qu'est le travail du trader. Vous voyez que c'est peut-être certes plus compliqué que de regarder des graphiques et puis de décider si ça va monter ou si ça va baisser, mais vous voyez aussi que même si entre guillemets il y a du boulot, il n'y a rien d'absolument incompréhensible, il n'y a rien de fondamentalement compliqué, et que si on s'en donne les moyens et si on travaille vraiment, on arrive forcément à réussir, hein. Alors je comprends que ça puisse paraître laborieux d'étudier les graphiques de manière visuelle comme ça, parce qu'après tout, si on s'intéresse au forex, c'est parce que c'est quelque chose qui va rapide, qui va très vite. C'est quelque chose qui permet éventuellement de gagner de l'argent rapidement. Donc on voudrait que les choses aillent vite, hein. Mais croyez-en, notre expérience de formateur de trader, vraiment c'est en suivant nos conseils et en faisant les choses telles qu'on vous les décrit que vous allez acquérir en expérience. Une fois que vous aurez votre propre expérience, une fois que vous aurez fait entre guillemets votre propre chemin, à la limite là il n'y a vraiment plus besoin de toutes ces béquilles, hein. Nous on est là pour vous mettre sur le bon chemin, pour acquérir l'expérience et pour vous donner des raccourcis vers l'expérience, et aussi pour vous donner des bases solides et indiscutables. Mais après bien sûr que vous allez faire votre propre chemin, et j'espère bien que au final dans une carrière de trader de plusieurs années, hein, vous allez en apprendre plus par vous-même que ce que vous apprendrez avec nous dans cette formation, bien qu'elle soit, bien qu'on y ait apporté un soin particulier. Donc bien sûr qu'au bout d'un moment, vous allez avoir vos propres techniques, vos propres méthodes, mais sachez que d'après notre expérience, vraiment suivre ce qu'on vous dit, ça permet d'acquérir de l'expérience et des automatismes beaucoup plus vite que si on essaye de se passer de tout ce trading méthodique et ce trading découpé qu'on essaye de vous apprendre, hein. Donc on va maintenant terminer cette vidéo qui concernait le RSI, et on va synthétiser dans une nouvelle vidéo. Enfin on ne va pas synthétiser, mais on va voir deux indicateurs dans la prochaine vidéo, l'indicateur CCI et l'indicateur stochastique.